Bonjour à tous et bienvenue pour notre grande émission spéciale sur deux chaînes, Public Sénat et France 24, avec cette question: quel avenir pour l'Union européenne? Et à quelques jours du scrutin européen, nous ferons un tour d'horizon du vieux continent autour de 4 thèmes: l'Europe sociale, la question migratoire, l'environnement et enfin la place de l'Union européenne dans le monde. Nous vous proposons un débat de plus d'1 heure avec de grands témoins européens de 6 nationalités différentes. Alors accrochez-vous bien parce que en effet vous êtes venus de loin chacun. D'abord venu de Grèce par avion, j'imagine. Georgios Katrougalos, bonjour. Bonjour. Vous êtes le ministre des Affaires étrangères de la Grèce. Vous appartenez à la gauche, alors je ne sais pas si on ose encore dire radicale avec Alexis Tsipras, mais en tout cas, merci de votre présence. C'est dans le titre de notre parti, c'est encore radical. Venu du Portugal, Carlos Moedas, bonjour. Vous êtes commissaire européen pour la recherche, la science et l'innovation. Par Eurostar, j'imagine cette fois-ci, Denis McShane, puisque vous nous venez de Londres. Je rappelle que vous êtes ancien ministre des Affaires européennes dans le gouvernement travailliste de Tony Blair et que vous intéressez de très près au Brexit. Et puis un Français, Jean-Claude Trichet, bonsoir. Vous êtes bien sûr l'ancien président de la Banque Centrale Européenne entre 2003 et 2011 en pleine crise financière. Puis deux autres invités en diplex avec nous, Mario Borghese, qui est eurodéputé italien, membre de la Ligue, le parti de Matteo Salvini, qui sera donc en notre compagnie depuis Turin. Et depuis le Luxembourg, cette fois, Viviane Reding, l'ancienne vice-présidente de la Commission européenne. Et puis Caroline, nous voulions commencer cette émission avec une question à tous les quatre. Si vous deviez établir en quelques mots le bulletin de santé de l'Union européenne, quel diagnostic feriez-vous, Georgios Katrougalos? L'Union européenne a donné à notre continent beaucoup d'espoir et beaucoup de progrès. La paix. Les Français et les Allemands, ils ne sont plus d'ennemis. Mais il faut aussi regarder les grands défis que nous avons devant nous. Spécialement, dans ces élections, on aura une confrontation de deux visions différentes pour l'Europe. L'une incarne l'ancien modèle social européen, les sociétés ouvertes, droits et libertés. L'autre, un effort de retourner à un passé nationaliste qui jamais n'existait. Donc, je crois qu'il faut il faut avoir de confiance à l'Europe, mais il faut être aussi conscient que maintenant on a devant un moment existentiel pour l'Union européenne. Alors, de l'intérieur de la Commission européenne, comment est-ce qu'on voit cet état de santé, le diagnostic en quelque sorte, docteur? Bon, tout d'abord, merci et un grand plaisir d'être là. Je pense qu'en fait, on a vécu une période tellement difficile, avec tellement de crises, qu'on n'a pas pu effectivement passer le message de tout ce qu'on avait fait. Au niveau économique, quand on regarde 2014 et aujourd'hui, on regarde, l'Europe a créé plus de 12 millions d'emplois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Europe, il y a 240 millions de personnes qui sont employées. Et donc ça, c'est le chiffre le plus élevé depuis tout ce que, bon, M. Trichet pourra m'aider ici dans ces chiffres, mais je pense que c'est quelque chose de très unique. Après, quand on regarde la croissance, moi, j'étais au gouvernement au Portugal pendant la crise. Là, depuis 2014, ça fait 6 ans que les pays sont en train de croître, tous en Europe. Mais c'est pas ça la perception des Européens. Et donc, il faut qu'on se pose la question, pourquoi? Les gens, ils n'ont pas encore senti cette croissance parce qu'il y a de l'inégalité. Et c'est là que je pense qu'il faut travailler dans les prochaines années. Mais je pense qu'on a un bilan très positif au niveau économique. Eh bien, on va se poser cette question, notamment dans la première partie de cette émission. Denis McShane, vous qui appartenez à un pays qui va bientôt quitter l'Union européenne, quel diagnostic vous faites de cette Union européenne? Ah, vous savez plus que moi. Peut-être on aura le temps d'en discuter, l'avenir de l'Angleterre. Mais honnêtement parlant, je pense à l'Europe que je connaissais garçon des années 50, Irlande, je vais devenir irlandais pour avoir la nationalité européenne, un pays entièrement de pauvreté. Je pense à l'Europe des années 60, c'était illégal d'être un gay. Imaginez-vous ça, les femmes n'avaient pas les droits à contrôler leur corps. Les années 70, le oil shock, on a très, très mal géré tout ça. Les années 80, difficile, les années 90, avec l'absorption de tous ces pays de l'Europe de l'Est qui étaient carrément les pays les plus pauvres du monde.
Et maintenant, je ne veux pas jouer le docteur Pangloss, dire qu'on vit dans le meilleur des mondes, mais franchement, on n'est pas si mal sorti que ça. Et qui est intéressant, les derniers sondages, Eurobaromètre, il s'appelle, montraient que moyennement 61% des Européens pensent que l'Union européenne, c'est une bonne chose. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce diagnostic, Monsieur Trichet? Parce que quand on regarde par rapport à d'autres continents, justement, notre croissance, elle est moins éblouissante. Alors, on compare évidemment, et on a raison, l'Europe aux États-Unis. Et quand je compare sur 20 ans, les 20 ans de l'euro, disons pour simplifier, mais ce serait la même chose pour l'Union européenne dans son ensemble, j'observe que la croissance par tête est approximativement la même aux États-Unis et en Europe. Parce qu'il y a une différence de démographie à l'avantage des États-Unis, à notre détriment. Mais en croissance par tête, c'est la bonne comparaison, évidemment. On a cru chaque année de 1,1% en Europe, 1,2% aux États-Unis. C'est le même ordre de grandeur. Donc il n'y a pas de misère européenne, contrairement évidemment à ce que beaucoup disent, en tout cas par rapport aux États-Unis. Alors moi je rejoins évidemment mon voisin de la Commission. La création d'emplois a été remarquable dans la période la plus récente. La croissance, comme je l'ai dit, a été importante. Et bien entendu, comme le disait Denis, nous avons la paix. Nous avons la paix. Et c'est maintenant un acquis tellement évident que personne ne le proclame, parce que ça va de soi. Parce que les gens demandent maintenant la prospérité, justement. Oui, et c'est le premier thème que nous avons choisi d'aborder, l'Europe économique et sociale. Une Europe pétrie d'incertitudes, notamment liées à l'impact du Brexit. Vous parliez de la croissance, Jean-Claude Trichet, des prévisions de croissance revues à la baisse dans l'Union européenne à 1,5% pour 2019 et un chômage, Caroline, qui continue d'inquiéter les Européens. Oui, alors pour mesurer les réponses européennes face à ce chômage, notre bus de l'Europe, France 24, a parcouru le vieux continent du nord au sud, avec parmi les champions du plein emploi, les Néerlandais et leur flexi-sécurité, tandis que les Espagnols ont du mal à surmonter un chômage hérité de la crise. Portrait croisé de ces demandeurs d'emploi par nos reporters Karina Chabour et Luc Brown. Comme chaque jour, Fernando José Moreno épluche les petites annonces. Il y a un an, ce magasinier de 45 ans a fait les frais d'une restructuration. Moi, je suis dans la logistique, mais s'il le faut, je pourrais revenir à l'hôtellerie. D'ailleurs, je recherche aussi un emploi comme serveur. Je suis même prêt à laver les rues s'il le faut, je n'ai pas de problème avec ça. Ma grande erreur, c'est de ne pas avoir fait d'études. En 2013, le taux de chômage espagnol dépassait les 26%. Depuis, il est tombé à 14%. Entre-temps, l'économie a rebondi et le pays a réformé son droit du travail. Un plus pour les entreprises, mais pas pour les salariés, selon Fernando. À Groningue, dans le nord des Pays-Bas, le taux de chômage n'est que de 3,3%. Ici, changer de métier est devenu la norme. C'est le cas de Rudy Bauer, ancien gérant d'un magasin de vêtements. Après un dépôt de bilan et 3 semaines de chômage, une nouvelle vie commençait. J'ai reçu un email de l'agence pour l'emploi pour savoir si je pouvais travailler temporairement à la patinoire installée pendant les fêtes sur la Grande Place et qui est exploitée par ce restaurant. Au départ, c'était pour quelques semaines et comme ça s'est bien passé, ils m'ont proposé ce travail à la brasserie. Des demandeurs d'emploi incités à changer de voie, mais aussi surveillés, contrôlés en permanence comme Djelier Tema. Cette commerciale en intérim a longtemps enseigné le français comme professeur contractuel. Entre 2 remplacements, elle devait envoyer jusqu'à 4 candidatures par mois pour conserver ses droits au chômage, y compris pendant les vacances scolaires. Vous avez un travail qui vous attend. Et pourtant, vous devez continuer à chercher. En plus, les écoles sont fermées. Donc vous n'obtenez pas d'entretien d'embauche pendant cette période. Donc ça n'a aucun intérêt. Aux Pays-Bas, CDD, intérim et micro-entrepreneurs représentent 35% de la population active. C'est 2 fois plus qu'en France. Des emplois plus courts et des statuts souvent précaires. Le prix, selon eux, de la mobilité et du plein emploi. Monsieur Katrougalos, en Grèce, vous avez le record de chômage des jeunes encore, hérité de la crise justement. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est ce qu'on est en train d'apporter à la jeune génération chômeur en quelque sorte, et puis avec de gros différentiels entre le nord et le sud? On a fait diminuer le chômage en Grèce par 9 points, mais il reste énorme. Ce n'est pas seulement un problème grec, on l'a vu en Espagne. Je crois qu'il y a un problème beaucoup plus général. On parle de croissance, et il est vrai que la croissance existe. Mais il y a aussi la question comment est partagée la richesse qui est produite. Et on voit que les inégalités sont vraiment devenues explosives, pas seulement dans notre société, mais aussi entre nos États.
l'architecture de l'euro, jusqu'à maintenant, n'a pas... Vous dites que la BCE, la Troïka, etc., vous n'avez pas fait de cadeau et vous interpellez M. Trichet? Ce n'est pas une question de M. Trichet. Je crois qu'il y avait une fixation à l'austérité et à l'inflation en Europe. Par exemple, par comparaison à ce qui existait comme politique officielle d'expansion aux États-Unis ou au Japon, Abenomics ou la politique d'Obama. Obama a faussé le salaire minimum. Je crois qu'il y a une répétition des erreurs qu'on a faites pendant la milieu du siècle précédent. On a essayé de réagir à la crise avec des mesures économiques de restriction. C'est-à-dire que... Et des mesures trop dures pour vous? Pour toute l'Europe, pas seulement pour nous. Et on voit que c'est une répétition d'une erreur historique. Roosevelt a essayé par un New Deal de baisser les inégalités. On a essayé de poser des mesures économiques restrictives. Et ça avait eu comme résultat le nazisme. Il faut éviter ça dans notre continent. Jean-Claude Trichet, c'est vrai qu'on a accusé les politiques austéritaires de la Troïka, hein, le FMI, la Banque Centrale Européenne, la Commission Européenne, d'avoir produit du chômage, notamment dans les pays du Sud. Qu'est-ce que vous dites de ces accusations? Est-ce qu'il y a eu trop de rigidité dans l'Union européenne? Je crois qu'il faut voir la situation réelle. Avant la crise, il y a eu un certain nombre de pays qui se sont engagés dans des dépenses très supérieures à leurs recettes. La Grèce, par exemple, je cite ce chiffre, avait 15% du produit intérieur brut de déficit de la balance des paiements courants et autant de déficit budgétaire. C'était financé gentiment pendant toute la première période de la création de l'euro et avant d'ailleurs, qui allait jusqu'à la crise. Au moment de la crise, le reste du monde, les Grecs eux-mêmes, les Européens et le reste du monde ont dit on n'a plus confiance, on n'est pas sûr que vous alliez nous rembourser. Et donc il a bien fallu sortir de cette période. Alors il n'y a pas 36 moyens, ou bien c'est la catastrophe totale, ou bien on essaye de redresser les choses avec le soutien des amis. Et c'est ce qui s'est passé. La Grèce a été très soutenue par les autres pays européens et très soutenue par la communauté internationale. En échange de plans d'austérité drastiques. En échange du retour progressif, laborieux à l'équilibre. Mais s'il n'y avait pas eu de grand déséquilibre au départ, il n'y aurait eu évidemment aucun problème. Alors, il y a une responsabilité des États. Je crois que la responsabilité principale, c'est tous les gouvernements qui ont précédé la crise. Mais si vous me permettez, vous avez tout à fait raison à propos de la responsabilité du système politique grec. Mais si la Grèce était un cas isolé, on ne sera pas dans cette image de mécontentement général en Europe. Même la Commission, dans son livre blanc, a dit que nous sommes la première génération des Européens après la guerre, que nous avons la peur que la vie de notre enfant soit pire que la nôtre. Et ça, c'est le résultat des politiques concrètes. Maintenant, on n'a pas moins de richesses que dans les 30 glorieuses, les 30 années après la Seconde Guerre mondiale. Le problème est que le mécanisme de redistribution de cette richesse est vraiment très... Là-dessus, je suis d'accord. Je suis d'accord sur le fait qu'avec la richesse que nous avons, nous devons redistribuer nettement mieux. Okay. Mais au total, tout compris, il est très mauvais de se mettre progressivement, et encore une fois, quelles que soient les sensibilités politiques, hors les clous. Alors justement, parlons de ces clous, parce que Carlos Moedas, je vois que vous réagissez, et vous venez d'ailleurs d'un pays, le Portugal, qui a un gouvernement très particulier, qui est à la fois la gauche socialiste, le bloc des gauches, qui sont alliés avec des mesures anti-austérité, et puis ça marche, on est encore dans les clous. Mais je voulais venir ici pour me mettre à côté de mon voisin sur ce qu'il a dit. Parce que c'était vraiment un des moments les plus difficiles de ma vie. J'étais au gouvernement à l'époque. Mais la question que je posais toujours à mes amis et à ma famille, c'est de dire, imaginez qu'on n'était pas en Europe. Parce que quand on est arrivé en 2011 au gouvernement, on n'avait pas d'argent pour payer les salaires des fonctionnaires publics, des professeurs, des médecins. Et c'était grâce à l'Europe. Il y a la solidarité de l'Europe. Il y a cet argent qu'on a pu le faire parce qu'on pouvait aller plus sur les marchés. Les gens, ils nous prêtaient plus d'argent parce qu'ils disaient on ne va pas prêter de l'argent au Portugal parce qu'après, ils ne nous payent plus. Et donc, c'est là, ça a été vraiment un moment très difficile. Il n'y avait pas beaucoup de solutions. Et il fallait vraiment faire des changements économiques. Et donc, c'est ça qui est très douloureux.
et on ne peut pas faire avec une baguette magique. Et aujourd'hui, parfois, on demande aux politiciens d'avoir des attitudes de baguette magique. Et ça n'arrive pas, ça a pris beaucoup de temps. Bon, la Grèce a aussi passé beaucoup de temps. Mais c'était grâce à l'Europe qu'on est arrivé à le faire. Vous n'êtes pas d'accord quand même. Je vois que vous n'êtes pas d'accord du tout, M. Danis McShane. Pourquoi? Non, je vous fais une confession. Ce n'est pas dimanche, mais je vais me confesser. J'ai voté pour l'intervention, l'invasion d'Irak, 2004. Maintenant, je crois que j'ai justifié pour chasser un tyran Saddam à l'époque. Maintenant, je le vois comme un des plus grands erreurs de l'Occident, les États-Unis, l'Angleterre, le reste, ces dernières 40 ans. Messieurs, mesdames, j'espère le moment va venir prochainement où les chefs de la politique d'austérité ces derniers 10 à 15 ans vont admettre qu'ils ont fait parfois des mauvais choix. Parce que la politique était celle du chirurgien du XVIIIe siècle. Le patient est malade, il faut le saigner. Le patient devient encore trop mince, il faut encore le saigner et le saigner. Et là, non, je crois... Non, voilà, allez-y, Carlos Moedas, alors. Vous êtes tous de la droite et vous représentez la droite. Bien sûr, vous n'acceptez pas cette non, allez-y. Non, on ne représente pas tous la droite. Je représente certainement du tout. ni la droite ni la gauche. Ce que je veux dire, si je peux, en Angleterre, on a le plein d'emploi. Et moi, j'encontre les gens dans les rues qui disent « Ah, c'est magnifique, les gouvernements, tous confondus, travaillistes, conservateurs d'Angleterre, on a créé des millions d'emplois. » Comment je sais? Parce que moi, j'en ai 3 de ces emplois pour faire mes fins de mois. Et le problème en est qu'on n'a pas des syndicats. À l'époque, dans les années 30 glorieuses que quelqu'un a citées, toi, je crois, on n'avait pas des femmes au boulot. C'était très facile de faire les 30 glorieuses que sur le prolétariat mâle. Mais maintenant, on a tellement de bons exemples. Et le Portugal est un très bon exemple. Ah ben allez, on va lui donner la parole, puisque vous avez vivement réagi, Carlos Moedas, à propos de Danis McShane. Allez-y. L'Espagne est dans un état si mauvais, le Portugal relativement bien. La Grèce, dans le très mauvais état, des autres pays assez pauvres que la Grèce à l'époque, dans un état beaucoup mieux. Carlos Moedas. Parce qu'à l'époque, c'était cette idée de faire saigner. Ça me touche parce qu'en fait, on a tellement travaillé, c'était vraiment pour nous très dur parce qu'on se disait à l'époque, il fallait que le pays arrive à devenir plus compétitif, qu'il fallait payer notre dette et il fallait travailler pour tout changer. Et donc, l'idée n'était pas une question de faire saigner, c'était une question vraiment de résoudre le problème économique. Et avant l'Europe, avant l'euro, qu'est-ce qu'on faisait? On dévaluait notre monnaie. Mais à chaque fois, on devenait plus pauvre. Et avec l'Europe, on a eu la possibilité, dans un moment très difficile, de se dire, parce qu'on a une monnaie unique, il faut qu'on devienne plus compétitif, il faut faire des réformes. Et aujourd'hui, le Portugal est un exemple, parce qu'en fait, on a passé d'un gouvernement qui était celui que j'ai fait partie, qui était un gouvernement de centre-droite, pour un gouvernement de centre-gauche, qui a réussi à maintenir effectivement la crédibilité des comptes publics. Et donc, c'est effectivement un bon exemple. Mais je peux vous dire, je l'ai vécu avec des gens de ma famille qui étaient au chômage, et c'est terrible. C'est vraiment des moments très durs, mais il faut passer les moments, il faut travailler, il faut mettre l'économie plus compétitive. Un tout petit mot pour conclure véritablement cette partie. Est-ce qu'aujourd'hui, une telle crise, et d'ailleurs le tel choc austéritaire qui serait exigé, est toujours d'actualité? Les Européens, c'est ce qu'ils veulent savoir, ou est-ce qu'au contraire, on a de meilleurs instruments? 2 choses. D'abord, nous avons été en très grand déséquilibre dans 5 pays, essentiellement dans 5 pays. Ces pays, sur 15, le tiers des pays, ont eu des difficultés majeures. Il a fallu qu'ils se redressent. Ils avaient à payer, hélas, une partie du coût de la mauvaise gestion passée. Il faut le dire, c'est la vérité. Et j'espère bien qu'on ne va pas se retrouver dans une telle situation parce qu'on ne va pas, en effet, gérer de manière aussi nonchalante. Mais vous espérez, mais vous ne l'excluez pas, par ailleurs, les pays qui n'ont pas été en difficulté, et même ceux qui étaient en difficulté, ont aidé les autres. Il y a eu un énorme effort d'aide qui a été fait pour les pays qui étaient en difficulté. S'il n'y avait pas eu cette aide des amis européens, la situation eût été beaucoup plus grave encore. Donc je ne dis pas ça pour justifier ce qui s'est passé. Ça n'aurait pas dû se passer parce qu'on n'aurait pas dû se mettre dans cette situation. Et j'espère bien qu'on ne va pas mettre à l'avenir
l'Europe dans une telle situation. Allez, on va passer très rapidement, Georgios Katrogalos. Très rapidement. Mais il y avait des mesures imposées en Grèce qui étaient contraires au modèle social européen. Par exemple, il est basé, notre modèle, aux négociations collectives. Quand on a supprimé les négociations collectives, il n'était pas seulement n'était pas nécessaire, il était contre ce que notre pays avait besoin. Donc, pour l'avenir, il faut aussi faire attention à la conservation des valeurs de l'Europe. Et une des valeurs de l'Europe est la solidarité et notre système social. Allez, on va passer au second thème de cette émission, un thème très présent dans la campagne des européennes, la question migratoire. 150 000 arrivées par an. On est revenu au niveau d'avant la grande crise de 2015. Oui, pour en parler, puisque c'est évidemment le thème de campagne central pour la Ligue en Italie, le parti de Matteo Salvini. Nous sommes en duplex de Turin avec Mario Borghesio. Bonjour, Monsieur Borghesio. Je rappelle que vous êtes eurodéputé depuis 18 ans à Strasbourg. Entre 2014 et 2017, l'Italie a vu ses arriver plus de 600 000 migrants sur son territoire. Mais tout de même, on note qu'en 2018, le flux a baissé, a chuté avant ce niveau de la grande crise migratoire à 24 000. Ça semble supportable. Pourquoi ça reste un thème prédominant pour vous dans la campagne? Alors peut-être que les Italiens s'intéressent par exemple au pouvoir d'achat, à d'autres choses. Oui, c'est bien évident, parce que c'était un peu un miracle. On disait par tout le monde qu'on ne pouvait pas fermer les débarquements de la part de nord de l'Afrique vers les côtes du sud de l'Italie, vers la Sicile, Lampedusa en particulier. Et je suis allé beaucoup de fois à Lampedusa où tous les gens imploraient les vieux gouvernements de centre-gauche de bloquer les débarquements. On disait que c'était impossible. Miracle. Monsieur Salvini, en quelques mois, il a stoppé totalement, ou presque les flux ont descendu avant Salvini. Hein. Les flux sont... parce qu'il y avait... Les flux sont en diminution depuis 2 ans. Il a décidé de bloquer les débarquements. Il a fait le miracle avec toute en parfaite légalité, parce que les gens qui ont cherché de bloquer l'action régulatrice de M. Salvini ont été bloqués par même la magistrature italienne, qui a dû reconnaître la bonne légalité de l'action de notre leader, du ministre de l'Intérieur Matteo Salvini. Et donc les Italiens ils reconnaissent aussi, les Italiens qui votaient à gauche, ils reconnaissent le mérite d'un ministre italien, finalement, un ministre italien décideur, qui a pris la décision positive, parce que la légalité, ce n'est pas de droite, de gauche, de centre. La légalité, c'est dans l'intérêt de diffuser des citoyens honnêtes, aussi des migrants qui sont honnêtes et qui travaillent, qui sont bien accueillis dans les régions où il y a le gouvernement de la Ligue, en Lombardie, en Vénétie. Il y a la meilleure situation des immigrés honnêtes et qui travaillent. Monsieur Borghesio, vous avez vu passer une loi anti-migrants qui est très difficile pour ces migrants honnêtes, comme vous dites, parce que c'est une loi anti-migrants qui précisément leur enlève les visas humanitaires, etc. de travail. Alors, je crois que vous vouliez réagir, Monsieur Katrogalos, sur cette question-là. La Grèce, qui était le premier pays d'arrivée des migrants et qui n'a pas du tout la même politique, donc il y a une autre politique possible migratoire. Mais d'abord, en parlant des droits, il faut tenir en compte que nous avons des obligations internationales vis-à-vis de ceux qui demandent d'asile. Donc, c'est nous, pratiquement la totalité de ceux qui viennent à notre compte demandent d'asile. Ils sont des réfugiés potentiels. Donc, il faudrait respecter les droits internationaux et examiner. Vous dites qu'il faut les accueillir. La Grèce doit les accueillir. Il faut examiner. Permettez, monsieur, mais il faut voir ceux qui demandent l'asile s'ils ont le droit de demander l'asile. Mais exactement. Si vous fermez, criminels qui organisent les débarquements. Mais monsieur, si vous ne permettez pas à sortir des gens qui n'ont pas. Je suis d'accord avec vous qu'il faudrait examiner la pétition d'asile. Mais si
vous ne permettez pas, si vous ne permettez pas le débarquement, comment c'est possible pour quelqu'un d'exprimer sa volonté d'être accepté comme réfugié? Nous ne permettons pas le débarquement des irréguliers. Mais vous ne savez pas. Tant que vous n'avez pas regardé leur papier, vous ne le savez pas. Mais écoutez, un réfugié par définition, c'est un homme mais c'est bien évident que nous voulons stopper l'action criminelle des organisations qui se disent humanitaires mais qui sont au service des criminels. Monsieur Borghezio, on va laisser un peu parler les autres. Monsieur Moedas, je crois que vous vouliez réagir aussi sur cette question des migrants. Merci beaucoup parce que je pense que c'est un thème qui est très important pour les Européens et surtout de comprendre que c'est un thème qu'il faut être résolu au niveau européen. Un pays tout seul ne peut pas résoudre le thème de la migration ou des réfugiés. Et nous, en Europe, dans la Commission européenne, on a fait une proposition qui était une proposition de solidarité, de partage, dont certains pays n'ont pas accepté. Et nous, ce qu'on avait dit, c'était simple. L'Italie et la Grèce ne peuvent pas tenir toutes ces personnes, il faut partager. Mais malheureusement, les pays, il faut que les gens savent ça à la maison, c'est que l'Union européenne, c'est les pays. L'Union européenne, c'est les pays qui aussi nous laissent pas travailler quand on avait une proposition qui était la seule possible. Sur la diminution des flux, je voudrais dire à monsieur les députés qu'elle a diminué en 2015, il y avait à peu près 1 million. Et aujourd'hui, on est à 10% de cela. Donc, les flux ont diminué depuis 2015. Et effectivement, je pense qu'il faut continuer à travailler au niveau européen. Il n'y a pas de solution au niveau national. Et je pense que ça, il faut le savoir. On va parler, Carlos Moedas, de cette question de la solidarité dans l'Union européenne. Mais avant ça, on va regarder un reportage, puisque les routes des migrants évoluent. On l'a vu, les Italiens ont fermé leurs portes. Et l'un des premiers pays d'arrivée des migrants, c'est maintenant l'Espagne. Reportage dans le sud du pays, en Andalousie, de l'envoyé spécial de Public Sénat, Jérôme Rabier. À la pointe sud de l'Andalousie, l'Afrique est à portée de regard. 14 petits kilomètres qui constituent désormais la principale voie de passage des migrants qui tentent de rallier l'Europe. Pour veiller sur ce détroit, comme chaque jour, dans le port d'Algésiras, le service maritime de la Guardia Civile va prendre la mer. Leurs moyens ont été renforcés notamment par le déblocage de fonds de l'Union européenne. Et alors que leur mission principale était de traquer les trafiquants de drogue, ils scrutent désormais la mer pour repérer les embarcations de migrants. Notre mission, c'est la lutte contre l'immigration illégale. Et dans cette lutte, la première réponse est de secourir. Ce sont des personnes qui traversent sur des embarcations surchargées. Si on n'allait pas les sauver, ils iraient par leurs propres moyens, ou ils se noieraient, comme malheureusement cela se passe souvent. Aujourd'hui, pas de migrants récupérés, mais quand le temps est clément, ils peuvent être plusieurs milliers comme en juillet dernier. Des camps d'accueil ont donc été montés en urgence dans les environs d'Algésiras. Avec 56 000 migrants ayant emprunté ce couloir maritime l'an dernier, la pression sur la région est forte et un discours anti-migrants s'est installé. Le parti d'extrême droite Vox tente d'en profiter en promettant d'expulser l'ensemble des immigrés illégaux. Après avoir percé aux élections régionales andalouses, ce parti a transformé l'essai aux législatives, recueillant 10% des voix et envoyant 24 députés au Parlement. Une première depuis la mort du général Franco en 1975. Monsieur Borghezio, depuis Turin, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être responsable de ce qui se passe en Espagne, de ce qu'on vient voir en ayant vous-même fermé la porte à ces migrants? Ça déplace le problème. Non, je pense que c'est la responsabilité de l'Europe. J'ai écouté en silence les conneries, excusez-moi l'expression, de ceux qui disent que l'Europe a fait ça, l'Europe propose ça. Mais écoutez, par plusieurs années, l'Italie a été laissée seule sur l'invasion migratoire. Tous les Européens, les autorités européennes, ils parlaient, ils disaient parole, 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 on dit en Italie, mot, mais fait rien. Et seulement quand il est arrivé la Ligue du Nord au gouvernement, on a stoppé cette invasion. Et on disait que ce n'était pas possible. Et il faut aussi préciser beaucoup sur la question du droit d'asile. Le droit d'asile, nous l'avons proclamé moi-même à l'Assemblée de Strasbourg. C'est un droit moral important que notre parti reconnaît. Mais il faut voir bien
si les gens qui disent qu'ils ont droit à l'asile, ils ont vraiment droit à l'asile. Mais beaucoup de situations, on a pu contrôler par la police italienne et les autorités de justice italiennes que sur 1000 demandants d'asile, il y avait seulement un pourcentage de 8-10% qui avaient le droit. Et alors, c'est une imposture et il faut bien éviter que... Alors, il faut peut-être continuer à contrôler, justement. On va préciser, Monsieur Borghezio, on va préciser, puisque ça fait plusieurs fois que vous nous le dites maintenant, que l'arrivée, le nombre de migrants arrivés sur les côtes italiennes avait diminué de 84% avant l'arrivée de Monsieur Salvini au pouvoir. Je crois que vous vouliez réagir à Denis Macron. Simplement, j'ai entendu exactement les mêmes propos, même mot par mot, il y a 30 ans, peut-être 40 ans, en France, d'un certain monsieur qui s'appelle Georges Marchais, chef du Parti communiste français. Je ne pense pas, M. Borghese, vous êtes un communiste, mais exactement la même chose. Il faut fermer nos frontières aux étrangers. Non, je suis un anticommuniste. Mais les propos sont identiques. Bon, j'ai mentionné l'invasion d'Irak. Oui, il faut aussi admettre, est-ce que, monsieur Borghese, je sais que vous êtes italien, et l'italien ne cesse de parler. Permettez-moi, je suis ancien membre de Chambre des communes, et quand quelqu'un est en train de parler, vous vous taisez un moment. Donc, s'il vous plaît. Et exactement, on a envahi détruire les États en Libye, en Syrie et en Irak. C'est le président Sarkozy qui a lancé presque la destruction de l'État en Irak, aidé par Ben-Henri Lévy et tous les intellos de droite français. Idem en Syrie. Et on a détruit toute l'autorité de l'État. Chez nous, en Angleterre, c'est pas les arrivées des réfugiés, c'est les Européens. On a 600 000 Italiens chez nous. Pour moi, ils sont les bienvenus. Mais pour les électeurs de droite... Mais sont des Européens, les Italiens qui arrivent, qui sont arrivés en Angleterre, sont des gens civils. Ce pas des gens qui font le trafic de la drogue. C'est des gens qui travaillent. J'ai connu les Italiens. Laissez répondre Denis McShane. Monsieur, on n'est pas les arbitrons. Excusez-moi, sur cette antenne, on ne fait pas de rapprochement entre les migrants et les trafiquants de drogue automatiques. On est désolé, pas sur cette antenne. Excusez-moi, monsieur Barrault. On a des insultes contre les Italiens, insultes contre les Polonais. Ok, monsieur Borghese, je vous fais un reportage. Non, monsieur, je vais changer... Dans l'instant, c'est inaudible. Messieurs, on se reprend. C'est inaudible. On va faire progresser le débat si vous le voulez bien. J'ai une question très précise pour M. Borghese, qui est sérieux. Ouais. Le plus grand copine politique, je veux dire, de M. Salvini, apparemment, c'est Marine Le Pen. Et le plus grand copain, c'est M. Sebastian Kurz d'Autriche. M. Borghese, est-ce que Mme Le Pen ou Herr Kurz, M. Kurz en Autriche, a dit à M. Salvini, on est prêt, Autriche et France, d'accepter les immigrés qui sont là en Italie. Est-ce que l'amitié Salvini... Voilà, vous dites effectivement, nous avons le même programme. Les irréguliers. Il faut qu'ils ne barquent pas en Europe. C'est ça le vrai problème. Alors, on a compris votre point là-dessus. Elle a consenti l'invasion des côtes de l'Italie, à travers les côtes de l'Italie de l'Europe. C'est ça le problème. Vous en êtes au 6e invasion. On va passer à M. Katrougalos. Allons-y. Deux petites remarques. Le commissaire a raison. Il n'y a pas une solution qui n'est pas européenne. Et le fardeau de cette pression doit être partagé. Et les problèmes européens qu'on a eu cette réaction de quelques États membres de ne pas être solidaires, ce n'est pas la question seulement de l'Italie, de la Grèce ou de l'Espagne. Ma seconde remarque, je crois que c'est vraiment très importante. Il y a une association directe de la crise ou de ce mécontentement de nos citoyens et cette réaction. Quand on a de la crise, il y a de la peur et de la colère. Et on trouve des boucs émissaires. Comme on a trouvé des boucs émissaires à la face des Juifs aux années 30 du siècle dernier, maintenant, quelques partis politiques, les mêmes, de l'extrême droite, voient ces boucs émissaires aux réfugiés et aux immigrés. Et donc, l'immigration n'est pas seulement un fardeau pour les
pays des premières des frontières. C'est un grand défi pour nous, pour conserver notre valeur, notre liberté et notre droit. Justement, Jean-Claude Trichet, puisque M. Katrougalos parlait des valeurs à l'instant, est-ce que cette crise migratoire, cette question migratoire, elle a mis en lumière deux Europes qui divergent totalement? Est-ce que l'Union européenne aujourd'hui a encore des valeurs communes? D'abord, je voudrais dire que je suis en plein accord avec le ministre des Affaires étrangères grec, Denis Makchen, et le commissaire. Il est clair qu'il ne peut y avoir de solution qu'au niveau de l'Europe tout entière. C'est clair. Et on ne peut pas laisser tel ou tel pays se retrouver dans une situation anormale, comme vient de le dire Giorgio. Ceci dit, c'est vrai que nous n'avons pas communautarisé ces décisions. Et c'est le problème, un des problèmes majeurs que nous avons. Ceci dit, il me semble que nous avons déjà une décision positive pour le contrôle des frontières, en tout cas le contrôle des frontières Schengen. Et donc là, il y a eu manifestation de cette volonté européenne de reprendre au niveau du continent européen les choses en main, parce qu'il n'y a pas de solution autre qu'au niveau de l'Europe. Mais peut-être que, en effet, on soulignait sur ce plateau que les amis politiques de la Ligue, par exemple, en effet Marine Le Pen, Viktor Orban, tous les pays de l'Est qui refusent de prendre les migrants, finalement empêchent toute solution solidaire, donc empêchent de soulager le fameux fardeau. Donc il y a une contradiction entre ces amis politiques qui voudraient tous rentrer dans le même groupe européen d'extrême droite. Il y a une contradiction tout court parce que M. Salvini, si je me souviens bien, il a voté contre une solution qui était très bonne pour l'Italie. Donc en fait, il y a vraiment une incohérence. Parce que quand on a proposé cette solution, c'était pour aider l'Italie. Et donc M. Salvini, à l'époque, je me souviens, a fait des déclarations publiques qu'il n'était pas d'accord. Et donc quand je vois tout ce qu'on a proposé. Je me souviens quand le président Juncker a dit on a besoin par exemple d'une garde côtière, une garde des côtes qui soit européenne. Ça fait tout le sens. Qu'est-ce que les partis populistes immédiatement ont dit? Mais non, ça, vous allez rentrer dans notre souveraineté. Mais on a besoin d'avoir des gardes européens qui puissent être là pour aider. Mais moi, je voudrais seulement dire, parce que je pense que quand on voit ce qui s'est passé dans la Deuxième Guerre mondiale, quand on lit les lettres, les discours qui, à l'époque, quand on n'acceptait pas les Juifs qui venaient d'Allemagne, quand les pays les refusaient par des raisons, je pense qu'on va encore repenser dans l'histoire de ce moment et de voir que beaucoup de pays à l'époque n'avaient pas accepté. Il y a une lettre de Walter Mondale à l'époque qui décrit ça très bien, où en fait beaucoup de pays d'Europe avaient refusé. Et aujourd'hui, on a aussi un refus qui me fait penser malheureusement pas la même situation. Je suis nerveux simplement, avec tous les respects que j'en ai. Quand on commence à citer Hitler et le Holocauste, on est déjà en train un peu de déplacer, c'est de ne pas perdre la politique. Il faut admettre le mouvement de masse, des nouvelles identités, des nouveaux gens, des nouvelles croyances. Le problème d'adaptation est réel. Il est difficile et on a mal maîtrisé ça. Et c'est pourquoi moi, je veux une politique un peu moins libérale de mouvement et d'immigration. Il y a trop de libéralisme idéologique ces derniers 20 ans, à mon avis. On veut plus de contrôle dans toutes nos sociétés. Et là, je n'avance pas sur le terrain de M. Salvini qui veut former un axe. Quel mot utiliser avec les Autrichiennes, ou Marine Le Pen et la reste. Mais quand même, il y a un problème et il faut, nous, la gauche, je dis à mon camarade ici, il faut que nous nous adressions à ce problème. On va retourner une dernière fois à Turin, Monsieur Borghezio. Est-ce que quand même vous n'admettez pas que ce sont vos alliés qui ont bloqué toute solution et qui du coup ont laissé l'Italie seule? Et l'Europe de l'Est en particulier, Monsieur Orban, et pourquoi pas l'Autriche et Marine Le Pen au pouvoir ferait pareil? Mais c'est bien évident qu'il n'y a pas de contradiction. Parce que tous ces partis, avec soit M. Orban qui est du Parti populaire, soit Mme Le Pen qui est avec nous, tous les partis sont bien favorables à une solution qui envisage en première question la nécessité de stopper les invasions. Et donc pas ce qu'on a consenti par les autorités européennes qui ont consenti par plusieurs années la liberté de débarquement par les organisations criminelles. Bon, et la solidarité actuelle, vous n'en voulez pas finalement? Quand les organisations criminelles
Non, mais laissez-moi terminer le concept. Quand les organisations criminelles, elles envoyaient des centaines de milliers d'immigrés irréguliers à l'invasion des côtes italiennes, cette belle Union européenne ne faisait rien. Et elle a essayé d'avoir des quotas de répartition. Les immigrés on a laissé les immigrés à la pauvre Italie, qui a dû se défendre. Heureusement, il y a en Italie des policiers, des carabiniers, des gardes côtières qui ont défendu nos frontières. Et je pense que la seule solution immédiate, c'est la défense des frontières. Merci, Monsieur Borghezio. Après, on pourra voir la bonne foi, s'il y a vraiment la bonne foi de l'Union européenne, de changer la politique. Mais je me permets de vous rappeler Monsieur Borghezio, que pour plusieurs années, l'agence européenne qui devait contrôler la Méditerranée, c'était en Pologne. En Pologne. Le problème, c'était dans la Méditerranée et la décision, c'était par quelques fonctionnaires, très peu de fonctionnaires en Pologne. Merci à vous de ce duplex de Turin. Je rappelle maintenant qu'effectivement, c'est Frontex qui, vous l'avez dit, qui a été renforcé, qui contrôle en Méditerranée. On est obligé de passer très vite au chapitre suivant, au-delà des questions migratoires. Le sujet qui mobilise finalement le plus les jeunes, c'est clairement le climat. L'Union européenne reste championne de la lutte contre le réchauffement climatique avec des objectifs de réduction de CO2 précis et une baisse bien réelle de 2,5% les 2 dernières années, quand d'autres continents polluent toujours plus. Direction maintenant la patrie de la jeune activiste Greta Thunberg, la Suède. Au moment où en France la fiscalité écologique soulève les oppositions des Gilets jaunes, certains de nos voisins européens, comme la Suède, semblent avoir réussi à mettre en place une taxe carbone ambitieuse, sans vague d'indignation. Reportage sur place de Sandra Cerqueira. C'est un pays qui s'est transformé en une génération. La création d'une taxe carbone en 1991 a permis de tourner le dos aux énergies fossiles. Frédéric habite en banlieue de Stockholm. Comme beaucoup de Suédois, il a changé de système de chauffage. Consommer du fioul devenait beaucoup plus cher, alors il a investi dans cette pompe à chaleur géothermique. C'est vite devenu très rentable. Nous l'avons acheté il y a 20 ans. La pompe couvre nos besoins en eau chaude et chauffage quasiment toute l'année. Et c'est le cas de tout le monde dans le quartier. La Suède possède aujourd'hui la taxe carbone avec le prix le plus élevé au monde. 120 € par tonne de CO2. Mais tout cela ne s'est pas fait sans contrepartie. Cette taxe sur les émissions de CO2 a été mise en place en parallèle d'une baisse de l'impôt sur le revenu ou le capital. L'esprit de ce système fiscal, c'est de taxer ce qui est négatif, c'est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre, plutôt que ce qui est positif, comme les petites économies ou le travail. C'est aussi grâce à cette taxe carbone que les carburants verts ont pu se développer. Dans cette usine de méthanisation, située près de Stockholm, on fabrique du biogaz avec des déchets ménagers. 50 000 tonnes de déchets permettent de fabriquer 5 000 tonnes de carburant de type essence, une énergie renouvelable compétitive. On peut proposer un prix à la pompe qui est 10 à 15 centimes d'euros moins cher que les carburants fossiles parce que le biogaz a l'avantage de ne pas payer la taxe carbone. Alors que le niveau de CO2 a augmenté dans l'ensemble de l'Europe, la Suède, elle, a divisé par 2 ses émissions de gaz à effet de serre grâce à la taxe carbone. Alors messieurs, en plateau, j'espère que vous êtes très admiratifs, mais j'ai envie de vous demander quand même, et j'ai envie de vous demander, monsieur Moedas aussi, pourquoi ça marche en Suède et pas chez nous? Parce qu'en vérité, c'est vrai qu'ils nous donnent un certain leadership, ces pays du nord de l'Europe, en matière de transition écologique, et qu'on n'est pas toujours à la hauteur. Bon, d'abord, je pense que c'est dans le problème une opportunité pour l'Europe. Et l'Europe aujourd'hui est vraiment leader dans ce que c'est le combat au changement climatique. On l'a vu dans les accords de Paris. On l'a vu quand on a été tous ensemble et qu'on a décidé ensemble. Et nous, on a eu en Europe une capacité d'abord de démontrer à ceux qui ne croyaient pas que l'Europe peut avoir de la croissance économique et en même temps diminuer les émissions de gaz carbonique. Et ça, c'est un exemple. On est un continent qui arrive à faire les deux. On a créé de l'emploi sur les énergies propres, sur la technologie propre, plus de 6 millions d'emplois aujourd'hui. Parfois, les gens ne se rendent pas compte. Aujourd'hui, par exemple, dans la production automobile, il travaille moins de personnes que dans les technologies, dans l'industrie des technologies propres. Et donc, je vois ça comme une opportunité pour l'Europe. Mais c'est une opportunité où nous n'avons que 10 ans.
Le rapport de l'IPCC le dit clairement, depuis l'époque pré-industrielle, nous avons déjà augmenté 1 degré centigrade. Et 7 degrés qui a augmenté, ça nous fait qu'on n'a pas du temps devant nous. Donc il faut encore une fois, et c'est intéressant pour les élections européennes, encore une fois, est-ce qu'on peut faire ça pays par pays? Non. Est-ce qu'on peut faire même ça au niveau que l'Europe? Non, mais l'Europe est le leader. Et donc, si on a ces sujets de leadership de l'Europe, je pense que cela, pour le futur, est très important qu'on voit que nos enfants, toutes ces générations, je vous dis qu'au Portugal, quand on est rentré à la communauté, parfois on me demande qu'est-ce que c'est l'identité européenne. L'identité européenne, c'est aussi ce souci par l'environnement que nous avons en Europe qui est très différent des autres pays de l'Europe. Un rapport de l'OCDE nous donnait ce chiffre l'autre jour avec M. Gouria. 90% d'Européens considèrent que cela, le combat au climat, que le problème est très sérieux, c'est 90% des gens en Europe. C'est le seul endroit au monde. Donc on a ici aussi une opportunité pour l'Europe. Alors nous allons partir rejoindre un nouvel invité en duplex depuis Luxembourg. Viviane Reding, bonjour. Vous êtes ancienne vice-présidente de la Commission européenne. On a vu un peu de partout en Europe des marches pour le climat initiées par la jeunesse. Est-ce que les citoyens, et notamment cette jeunesse, eh bien, ils sont en avance sur les États, sur ces questions ? Eh bien, heureusement que les jeunes étaient dans la rue et ont fait entendre très clairement leur message. Vous, les politiques, vous n'êtes pas assez rapides. Bon, on vient sur votre film de voir maintenant l'exemple des pays du Nord qui nous disent qu'il ne faut pas seulement en parler, il ne faut pas seulement prendre des décisions, mais il faut agir. Et on agit sur le terrain. On n'agit pas seulement avec des lois ou avec des taxes, mais on agit en changeant la manière avec laquelle nous vivons, avec laquelle nous utilisons l'environnement, avec laquelle nous protégeons cet environnement. Et je crois que là, l'Europe a un grand avantage parce qu'il a un dynamisme extraordinaire en ayant décidé de faire mieux à l'avenir. Et il a la jeunesse dans le dos qui dit « allez-y, on vous soutient ». Et puis de toute façon, on le fait pour la prochaine génération. Donc nous avons une responsabilité et nous devons, chacun dans son pays et tous ensemble, faire de sorte à ce que le changement climatique aille moins vite qu'il n'est prévu. Alors, plus vite, j'imagine, vous vouliez dire. En l'occurrence, Denis McClain. Vous avez réagir, Denis McClain. Simplement, je suis totalement d'accord avec Mme Reding, une grande admirateur de son travail, mais elle est un peu angélique. Franchement, regardez ce qui s'est passé en France. Il y a un an, le président, le gouvernement élu a décidé de légèrement augmenter le prix d'essence, légèrement faire baisser la vitesse sur les routes non autoroutes. Tout de suite, 6 mois de révolte publique, les gilets jaunes et le président Macron, je le comprends politiquement, a dû reculer. Donc, si un pays si sage, intelligent, éduqué, civilisé que la France devient absolument sauvage, je veux rouler à 100 à l'heure et payer l'essence à 50 C'est peut-être plus une question de pouvoir d'achat. Est-ce qu'on n'est pas toujours en train justement d'opposer économie et écologie, Georgios Katrougalos? Est-ce que ça n'est pas ça le problème du paradigme de fin du mois, comme le dit Emmanuel Macron? L'explication pourquoi au pays nordique. Exactement, parce qu'au pays nordique, l'État-providence fonctionne. Et il n'y a pas l'angoisse que ces mesures vont être au détriment des gens petites. Donc, il y a une... tous nous sommes d'accord. Nous avons une obligation vers les générations futures. Mais il y a un coût dans ce procès-là. Et ce coût ne pas être partagé seulement par les pauvres. Ça, c'est une connexion directe avec la nécessité d'avoir un impôt plus progressif. Le Luxembourg va dire un mot. Allez-y, Madame Reding. Oui. Parce que j'ai retenu de cette petite discussion maintenant qu'on veut toujours nous faire croire que protéger notre nature est surtout un coût. Moi, je pense que c'est surtout une opportunité parce que nous pouvons vivre autrement que nous le faisons aujourd'hui. Éliminer, par exemple, les masses de plastique que nous utilisons sans qu'on en ait besoin, avoir des voitures plus propres, utiliser mieux la chaleur, la réutiliser.
santé. Ce sont tous des éléments dont nous pouvons, avec les technologies qui sont développées en Europe, avoir un avantage économique aussi. Donc arrêtons de voir seulement la protection de la nature comme une punition. Alors, Viviane Reding, elle appartenait à une commission Barroso où justement on a essayé d'initier cette transition écologique, mais ça a été très lourd. Et notamment, est-ce qu'on a pu compter sur l'appui de la Banque Centrale Européenne? Est-ce qu'on doit sortir justement du chiffrage, juste quand on parle d'argent, parce que c'est bien le nerf de la guerre, des 3% par exemple, et les investissements de transition écologique. Tout cela, ce sont des réflexions pendant cette campagne électorale qui pèsent beaucoup, Jean-Claude Trichet. Oui, non, c'est clair. Et la Banque Centrale Européenne, elle essaye d'aider, et elle doit aider d'ailleurs, en fonction du traité, toutes les politiques européennes. Et le commissaire a été particulièrement éloquent en disant ce que fait l'Europe. Et c'est vrai, sur le plan mondial, l'Europe est la plus avancée. Les Européens soutiennent massivement cette opération qui est cruciale au niveau de la planète tout entière. Et l'accord de climat aussi, hein? Et absolument. Denis avait raison de dire attention, attention à la présentation, attention à la manière dont les choses sont gérées dans un pays qu'il a qualifié comme étant extraordinairement intelligent, brillant, etc. En effet, on a vu une réaction. Mais ce n'était pas une réaction uniquement contre cet aspect des choses. Il y avait aussi d'autres éléments qui jouaient. À Giorgio, je voudrais dire, n'oublions pas que la France est un pays extrêmement redistributif aussi. Nous le sommes autant que les Scandinaves de ce point de vue. Donc je crois que le problème majeur est un problème quand même de présentation. Et il faut convaincre nos concitoyens qu'une taxe carbone éventuelle sera bien redistribuée aux concitoyens eux-mêmes. Je crois que c'est ça le problème essentiel. Une toute petite phrase. Il y a une chose très positive dans cette période de campagne électorale pour le Parlement européen, c'est-à-dire la proposition du président Macron, épaulée dans les autres pays, pour créer une banque consacrée à investir contre le changement climatique en faveur de biodiversité. C'est un peu comme il y a 20-30 ans, peut-être que vous étiez là, Jean-Claude, on a créé le Banque européenne de reconstruction et développement. Oui, non seulement j'étais là, mais j'étais très actif pour la créer. C'est un des merveilles du monde. Ça a aidé énormément. On a ouvert cette banque en participation américaine, britannique, suisse, japonais. Et l'idée, je crois, je n'ai pas examiné de fond, du président Macron, de demander à ses collègues après les élections de mettre sur les pieds une banque européenne pour faire exactement les mêmes choses, donner des crédits à toutes les petites entreprises qui a été mentionnées pour créer le maintes fois de technologie, les petites boîtes, les idées, créer des emplois dans ce domaine-là. Oui, mais Viviane Reding, en direct du Luxembourg, effectivement, quand on nous dit créer des emplois, c'est bien, mais on a quand même le sentiment qu'il y a eu aussi une certaine naïveté de l'Union européenne qui lui est reprochée par rapport aux autres continents. Alors, un Donald Trump qui veut se retirer des accords de Paris, qui va faire quoi, du dumping environnemental à notre détriment. Est-ce que justement, il faut éviter d'être naïf face à des puissances beaucoup plus climato-sceptiques ? Il faut toujours éviter d'être naïf en politique et il faut toujours éviter de faire un pas en arrière parce qu'il y a des idiots dans d'autres parties du monde qui font 5 pas en arrière. Quand les autres nous demandent de faire un pas en arrière, nous, on fait un pas en avant. Et je crois que c'est ça l'avantage de l'Europe parce qu'on est d'accord sur ce sujet. On doit sauver notre planète et commencer par nous. Les autres continents vont comprendre lentement. Mais lorsqu'ils auront compris, on aura déjà 5 pas d'avance. Et c'est là-dessus où je plaide. Je dis, on a technologiquement, on a des grandes avancées. On a des start-up un peu partout qui développent des nouvelles méthodes pour avoir une approche plus propre du transport, de la chaleur, de l'utilisation des aliments. Donc allons-y, donnons-leur une chance et mettons en pratique ce qu'ils innovent et nous serons le continent qui va montrer le chemin aux autres et les autres vont comprendre lorsque ça ira très mal chez eux. Monsieur Moedas, pour continuer à montrer le chemin, est-ce que pour vous qui êtes commissaire européen, eh bien, il faut sortir les investissements liés à la transition écologique du calcul des déficits et de cette fameuse règle des 3%?
Votre voisin fait déjà non de la tête. Monsieur Trichet l'a déjà dit non. Moi, je voudrais seulement d'abord dire que je suis vraiment d'accord avec ce qu'a dit Madame Reding. C'est qu'on crée beaucoup d'emplois déjà dans ce secteur, qu'on voit en Europe vraiment des entreprises incroyables à créer de l'emploi là, dans l'économie circulaire, dans l'environnement. Et ça, c'est quelque chose qui est en train de changer l'économie. Après, comment est-ce qu'on va faire ça avec plus d'investissement? Qu'est-ce qu'on a proposé au Parlement et au Conseil? Un programme de sciences de 100 milliards d'euros, dont 35% de ces 100 milliards d'euros seront exactement utilisés dans la technologie, dans l'innovation et dans la science pour créer ces solutions qui vont créer des emplois. Et si on arrive à faire ça, on a un marché, c'est le marché le plus grand du monde. Si on regarde par exemple à tout ce que sont nos consultations publiques, à tout ce que c'est les travaux publics, si on intègre ça dans nos marchés publics, la partie environnementale, donc on va continuer à grandir et à créer des emplois. Et donc je laisse à M. Trichet son opinion sur ce point technique du déficit. D'un mot, il y a beaucoup de dépenses qui sont extrêmement importantes. Si chaque fois qu'on a une catégorie de dépenses très importante, on dit on la sort des 3%, alors on n'a plus aucune règle d'aucune sorte. Or, l'expérience a montré, malheureusement, dans les années 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, qu'on avait alors des problèmes considérables. Donc, conservons nos règles et arbitrons convenablement entre nos dépenses publiques, lesquelles sont très importantes. Si je cite simplement l'exemple de la France, c'est 56,5% du produit intérieur brut. Là, on peut, au sein de cet ensemble de dépenses, en effet, faire les bons arbitres. On ne vous séparera pas de votre orthodoxie budgétaire. J'ai envie de vous poser une question un peu impertinente de Miss McShane. Après les élections européennes, vous êtes censé partir, hein, ça on en reparlera sans doute. Et certains s'inquiètent déjà au Royaume-Uni d'une baisse justement de vos normes sanitaires, de possibles importations, d'un dumping environnemental, importation de bœuf aux hormones, de poulet au chlorine, etc. Est-ce que ça c'est... Non, on refuse ça. La seule inquiétude qu'on a, c'est on a un énorme lobby contre les cruautés vis-à-vis les animaux chez nous, comme vous savez. On est passionnés pour ça. Et la façon de préparer la foie gras, le gavage des oies, c'est horrifiant pour les Anglais. Donc moi, quand je rentre ce soir, je prends 2 petites pots de foie gras, juste en cas, il y a l'interdiction d'importer le foie gras chez nous. Mais sérieusement, je suis venu ici en métro, tram et à pied. Et ma proposition, que toutes les voitures de fonction sont abolies. Et si tous les chefs, les ministres, les autres fonctionnaires, les présidents, le PDG et surtout les présentateurs et présentatrices de la télévision doivent venir en vélo. Je viens en vélo. Je me dénonce. Alors, juste Jean-Claude Trichet et Denis McShane parlaient d'une proposition qui a émergé pendant la campagne, celle de la Banque européenne sur le climat. Il y a une autre proposition, c'est celle de tenir compte dans les traités de libre-échange de cette question écologique. Est-ce que ça, pour vous, c'est une bonne chose? Oui, bien sûr. Bien sûr, il me semble qu'en effet, c'est un élément qui devrait entrer en compte comme l'un des critères importants. Tout à fait. Je pense que c'est déjà le cas d'ailleurs. C'est déjà le cas, ça a été le cas avec le Japon, le Canada et Singapour. Et ça, c'est important parce que beaucoup de gens qui parlent sur le commerce, ils disent « mais attention, parce que vous faites ces traités commerciaux et après les gens, on va avoir de la concurrence d'autres parties du monde ». Nous, au contraire, on est en train d'exporter nos règles. Si on fait des traités commerciaux, on exporte nos règles au niveau de l'environnement, au niveau des conditions de travail, on a une influence positive sur le monde. Et là, ça a été le travail que Cécilia Malmström a fait dans la Commission européenne au niveau du Canada, de Singapour et du Japon, qui a été effectivement unique et très important pour l'Europe. Alors Viviane Reding, quand même, cette question des traités, elle est quand même centrale, avec beaucoup d'interrogations, puisque la Commission européenne, un peu pistolet sur la tempe, se retrouve aussi à nouveau à négocier peut-être quelque chose transatlantique avec un certain Donald Trump qui voudrait imposer des sanctions. Est-ce qu'on peut, dans ces conditions, effectivement, être mieux-disant climatique, ou est-ce qu'on est un petit peu coincé quand même? Négocier un traité, c'est toujours avec 2 partenaires.
un de l'un côté qui veut autre chose peut-être que celui de l'autre. On n'avait pas réussi à l'époque à faire un traité commercial avec les États-Unis, et c'était pas sous M. Trump, mais sous M. Obama, pour la simple et bonne raison que ça coinçait beaucoup, par exemple, sur les produits alimentaires. Vous voyez, l'Europe a une très forte politique en matière de sécurité alimentaire. Elle veut protéger ses citoyens et elle va le faire aussi à travers des traités. Donc, il n'y aura pas de traités pareils qui seront un pas en arrière pour l'Europe. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient de se dire. En fait, avec nos traités, on est en train d'exporter nos règles, notre manière de voir, notre éthique, pas seulement en matière de règles sur l'importation des produits alimentaires, mais par exemple aussi en matière de protection des données, une condition à nos traités qu'on a introduite dans les derniers traités de libre-échange, et je trouve ça très très bien. D'ailleurs, le terme libre-échange est faux aujourd'hui. C'est plus des traités qui vont sur des principes et sur des règles que sur l'échange de produits. Merci Viviane Reding. Monsieur Katrougalos, vous voulez réagir rapidement parce qu'il faut qu'on passe à la dernière partie. Je suis tout à fait d'accord. Nous avons une responsabilité comme Européens d'abord de protéger le multilatéralisme, c'est-à-dire les accords qui ont été conclus avec la participation de plusieurs États. Et puis on a aussi une obligation de projeter notre éthique, comme Mme Reding a dit, c'est-à-dire notre vision pour le monde. Donc la protection du climat, aussi la protection des droits des travailleurs doivent être inclus dans notre traité avec les... Alors justement, il est temps de se projeter à travers le monde où l'Europe A28 espère peser dans les affaires de la planète. Elle est certainement un continent qui attire par ses succès, sa stabilité. Mais pour autant, mène-t-elle le bal? Nous vous proposons de décrypter à travers notre rubrique Contrefait en dessin animé le vrai du faux de cette union au cœur du monde. Explication tout de suite de Mathilde Bénézé. Européenne, géant économique mais nain diplomatique? C'est en tout cas ce qu'estime Michèle Alliot-Marie, ancienne ministre des Affaires étrangères et de la Défense. C'est en grande partie vrai, voilà pourquoi. Avec seulement 7% de la population, l'Union européenne représente 21% du PIB mondial, ce qui en fait la seconde puissance économique derrière les États-Unis et devant la Chine. Mais si l'Europe pèse dans l'économie mondiale, elle peine à faire pencher la balance sur le plan politique. Quel numéro pour l'Europe, ironisait Kissinger, conseiller du président américain Nixon. En effet, malgré l'existence de la haute représentante aux affaires étrangères, les 28 pays membres de l'UE restent absolument souverains dans la conduite de leur politique étrangère. Sans vrai leadership, l'UE est incapable de dénouer les grands problèmes du monde, comme le conflit israélo-palestinien ou le dossier iranien détricoté sous ses yeux par Donald Trump. L'exception qui confirme la règle, la crise ukrainienne, durant laquelle les 28 ont fait front et ont su imposer leurs sanctions contre la Russie. L'Union européenne ne regarde pourtant pas à la dépense lorsqu'il s'agit d'aider les autres pays à se développer. Avec plus de 75 milliards d'euros donnés, elle reste la puissance la plus philanthrope au monde, mais la diplomatie du portefeuille ne lui réussit guère. Sur le plan de la défense, l'UE est également à la traîne avec seulement 1,4% de son PIB dépensé contre plus de 3% aux États-Unis ou encore 4,2% en Russie. Économiquement, l'Europe a beau boxer chez les poids lourds, elle reste décidément un poids-plume diplomatique. Alors, Carlos Moedas, c'est vrai que le numéro de téléphone de l'Union européenne, est-ce qu'on a réussi à le retrouver? Parce que votre collègue, Federica Mogherini, qu'on voit dans ce petit dessin animé, on a l'impression qu'elle est tout le temps finalement jalousée par les diplomaties nationales qui ne veulent pas rétrocéder de pouvoir. Alors, est-ce que le numéro de téléphone? Bon, d'abord, il y a un problème qui est assez structurel, c'est que on raconte pas l'histoire de l'Europe aux enfants, on le raconte pas dans les lycées. Et aujourd'hui, ça m'arrive beaucoup d'aller dans un lycée, parler avec des jeunes, et ils savent plus du système américain. Ils connaissent le Sénat, la Maison Blanche, mais ils savent pas ce que c'est le Berlaymont à Bruxelles. Ils savent pas ce que c'est le Conseil. Et donc, il y a effectivement une difficulté qui a été créée par la complexité des institutions au fil des années. Il faut être beaucoup plus clair. Et d'ailleurs, président Juncker, à un moment, il avait donné cette idée d'un moment
qu'on décide de fusionner le président du Conseil et le président de la Commission. Et c'était plutôt pour ça, c'était cette idée de simplification qu'il faut arriver en Europe et de pouvoir raconter l'histoire de comment ça marche. Et donc, je pense que la question du téléphone l'Europe, c'est par la complexité. Moi, je dis toujours, il faut qu'à partir de l'école primaire, ça soit enseigné comme discipline obligatoire. Qu'est-ce qui fait l'Europe? Comment ça marche l'institution européenne? Aujourd'hui, les jeunes ne le savent pas. Et ça, c'est le problème du téléphone que Kissinger disait très bien. Jean-Claude Trichet, vous voulez réagir? Un mot, je voulais dire, dans le domaine monétaire, il y a un numéro de téléphone, c'est le président de la Banque Centrale Européenne. C'est une réforme absolument majeure, naturellement. Je me permets de dire devant mon ancien collègue commissaire, qu'on a quand même un président du Conseil européen et un président de la Commission. Ça fait quand même 2 numéros de téléphone. C'est quand même pas une masse énorme. Mais je voudrais aussi dire autre chose. Lorsqu'on regarde la confiance dans les institutions européennes, par exemple, on va avoir des élections européennes au Parlement européen. Eh bien, la confiance, je vais vous surprendre, la confiance de tous les Européens dans leur Parlement européen est plus grande que la confiance qu'ils ont dans les parlements nationaux. C'est assez stupéfiant, mais ça ressort de l'Eurobaromètre, donc de la dernière enquête d'opinion. J'ai été moi-même très étonné. Mais la différence est énorme. Et malheureusement, elle est très négative pour les parlements nationaux, ce qui reflète bien une frustration générale de tous les pays avancés, en Angleterre, aux États-Unis et aussi chez nous. Tous les pays avancés ont une grande frustration en ce moment à l'égard de leurs institutions nationales. Et puis je voudrais dire, parce qu'on vient de parler de la géostratégie, de la diplomatie, sur le thème, est-ce que vous êtes pour une sécurité et une défense européenne unie? Eh bien, vous avez 76% des citoyens européens interrogés qui répondent oui. Et seulement 18% qui répondent non. Et même en Angleterre, puisque l'Angleterre est encore dans l'Union européenne, 65% répondent oui et 24% répondent non. Alors, je vois Denis vous faites la moue, Denis McShane. Faire la moue, mais... Simplement, séparons tous les aspects différents. Le point économique, oui. J'aurais préféré que, maintenant, après l'introduction de l'euro, un plus grand part des échanges dans le monde étaient libellés en euros. Ce n'est pas exactement le cas parce qu'on n'a pas su unifier tout le nécessaire. Et on n'a pas résolu les problèmes éternels, le rapport, l'équilibre entre les nations. Et c'est ce qu'on appelle l'Europe. C'est assez difficile. On ne peut pas simplement mettre au placard. C'est une histoire qui se fait. Vous n'allez pas nous faire faux bond sur la défense européenne, justement, sur la défense, c'est la sécurité. Très simple. C'est une vraie question que se posent d'ailleurs tous nos invités autour de la table aussi. Il y a trois pouvoirs régaliens qui a le roi ou l'État. C'est-à-dire de ôter votre vie, ôter votre liberté, ôter votre argent. Votre vie, on a aboli la peine de mort, grâce à Dieu. Mais dans l'Union européenne, c'est obligatoire d'ailleurs. Conseil de l'Europe aussi. Mais envoyer quelqu'un à mourir par vote majoritaire de commission à Bruxelles, risquer la vie, et ça non. C'est difficile. Non, je ne suis pas contre. Deuxièmement, déterminer, ôter l'argent, les impôts qui doivent payer les citoyens, jusqu'on a vraiment une combinaison des parlements nationaux et le Parlement européen, ça va être encore un petit moment. Mais je regarde, tout près de Yorgos, son région, les Balkans occidentaux, parce que la Grèce, en effet, ça forme partie, c'est le pays le plus important. Et l'Europe avait largement dit aux Albanies, les Serbes, Kosovo, oui, vous pouvez rentrer, c'est un peu difficile. Et nous voilà, le président Macron a annoncé non, je vais imposer mon veto sur cet enlargissement. Alors, on n'est pas au chapitre de l'élargissement, mais de la défense. Oui, sur la défense. Et effectivement, on continue d'ailleurs. Oui, Georgios Katrougalos, vous dites qu'il est indispensable pour l'Europe d'avoir une défense commune, et vous dites notamment pour la Grèce, puisque vous vous sentez menacé. On a besoin d'une défense européenne autonome. D'abord parce qu'il faut avoir une influence dans la scène internationale beaucoup plus grande qu'aujourd'hui. Mais aussi parce que l'Europe qui protège, il ne devrait pas protéger seulement au niveau social ou au niveau de sécurité interne. Il faut aussi donner des garanties de sécurité de ses frontières externes. Et il est vrai que nous sommes menacés, et d'autres Européens aussi. Et c'est une obligation majeure qui découle aussi de la solidarité
qui est dans les fondements de notre Union européenne. Donc, à la fois pour des raisons politiques et des raisons de légitimité de notre Union, il nous faut ça. Et le président Juncker dit quelque chose qui n'est pas facilement traduit en français. Il dit que l'Europe est un global payer, but not a global player. Donc, on contribue à l'aide de développement. On a un grand donateur, mais pas un joueur global. Il faut changer ça. Alors, non, je voulais seulement dire que le président Juncker a été quand même le premier président de la Commission qui a réussi à avancer avec le Fonds européen de la défense. Et donc, on prend ici tout d'abord un courage politique et aussi quelque chose qui était vraiment évident. Quand on regarde les achats au niveau du matériel militaire, aux États-Unis, il y a à peu près 3 types d'avions. En Europe, il y a une vingtaine. Tous les matériaux qui aujourd'hui ont fait pays par pays, ça ne fait pas du sens. Il faut avoir un achat commun. Et donc, le Fonds européen de la défense, qui a un volet d'infrastructure, mais aussi un volet d'innovation et technologie, je pense que c'est un pas énorme dans ce chemin pour une future défense commune, un jour peut-être. On retourne vers vous, Viviane Reding, au Luxembourg, avec ce questionnement quand même. On a entendu Denis McShane nous jurer, ces grands dieux, que non, la défense européenne serait toujours soutenue par l'armée britannique. Mais en attendant, les Britanniques, c'est quand même ceux qui disaient qu'il y avait doublon entre une défense européenne et l'OTAN et qu'il fallait préserver le parapluie de l'OTAN. Est-ce que c'est pas ça qui nous a freinés d'ailleurs dans notre volonté d'avoir plus d'efficacité et une défense européenne ou même une armée européenne, si le mot n'est pas tabou? C'est une évidence historique que la Grande-Bretagne a toujours freiné parce qu'elle voulait jouer avec les Américains. Et depuis le référendum sur le Brexit, les Britanniques ne jouent plus leur rôle à l'intérieur de l'Union européenne et l'Union européenne en a profité pour mettre sur pied le fonds pour investir dans la défense, ce qui fait du sens. Parce que si on achetait tout simplement les mêmes armes qu'on achète maintenant, mais ensemble, ça nous ferait une épargne de 80 milliards d'euros. Mais il faut aussi montrer qu'on est indépendant, on est capable de se défendre à l'intérieur et toujours sans décomposer l'OTAN, parce qu'on a besoin de l'OTAN, mais avoir une autonomie européenne, c'est extrêmement important aussi pour le futur. L'Europe sera dans l'avenir un continent qui sera moins important point de vue population par rapport aux autres places du monde. Donc c'est maintenant, lorsqu'on est encore très fort, qu'il faut renforcer nos capacités. Et puis, vous dites toujours un numéro de téléphone. Regardez un peu ce qui s'est passé lorsque M. Trump voulait mettre des taxes sur les voitures européennes. Eh bien, c'est M. Juncker qui est allé à la Maison-Blanche et ils ont parlé d'homme à homme, peut-être dans une sorte de même langage. Ils peuvent être très machos tous les deux. Et Trump a compris qu'il y avait face à lui un président qui ne se laissait pas faire. Et voyez le résultat. Donc, c'était un très bon exemple. Si l'Europe veut faire les standards et ne pas qu'on lui impose des standards, l'Europe doit avoir le courage de dire haut et fort et de faire avec insistance ce qu'elle a l'intention de faire. Et c'est cette Europe-là que nous devons continuer à créer. D'ailleurs, les chiffres donnés par M. Trichet sont très intéressants. Non, Denis McShane, vous répondrez. Très simple, Viviane. Juste ma dernière phrase, sans qu'un monsieur m'interrompe. Juste ma dernière phrase, c'est que ces chiffres sont très intéressants parce qu'ils montrent que les citoyens sont plus sages que leur gouvernement. Les citoyens veulent qu'on avance en matière politique en Europe et les gouvernements sont parfois beaucoup plus réticents. Allez, rapidement, Denis McShane, avant la conclusion. Une toute petite question, j'espère que ce n'est pas trop impertinent. Le Luxembourg est le pays de l'Union européenne le plus riche par tête d'habitant. Quelle part de budget gouvernemental du PIB luxembourgeois est consacré à la défense? Et je veux dire simplement, il y avait des propositions de fusionner
des producteurs de tanks, des chars en France et en Allemagne pour avoir un seul char. C'est Mme Merkel qui a imposé son veto. On a voulu fusionner Thales et IADS. Réponse très rapide si vous voulez que Viviane Reding réponde à votre question. Madame Merkel, pas Madame May. Madame May joue le jeu, c'est Madame Merkel qui a imposé son veto. Cessons d'être trop angélique. Rapidement, Viviane Reding, en un mot, la réponse à la question de Denis McShane. Oui, elle est très simple. Le Luxembourg, bien sûr, est un petit pays, donc il faut toujours voir au prorata des habitants. Et nous remplissons notre quota auprès de l'OTAN et nous sommes le pays qui investit le plus à l'aide aux autres pays, à l'aide au développement. Et c'est une politique très volontaire parce que nous voulons Je suis désolée, Viviane Reding. On n'a plus le temps, juste en un mot, mais vraiment un mot très rapide. L'avenir de l'Europe, en un mot, si vous devez le caractériser, Monsieur Moedas. La science, la technologie, l'innovation. Monsieur Trichet. Je dirais la géostratégie, l'existence géostratégique. C'est un processus historique de long terme. Nous avons commencé il y a 69 ans et nous avons beaucoup d'années devant nous. Monsieur McShane. L'invention, la solidarité et les frontières ouvertes aux jeunes. J'ai énormément de confiance dans l'Europe. Un mot, Denis. On a besoin d'une Europe plus démocratique et plus sociale. Merci. Merci à messieurs, dames d'avoir été nos invités aujourd'hui sur France 24 et sur Public Sénat. Vous restez bien sûr sur nos antennes pour plus d'informations. À très vite.